Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle interview. Cette semaine, on retrouve Tiffany. Tiffany, on m'a parlé d'elle, c'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai envie de l'inviter. C'est une cliente qui traverse ou qui a traversé un burn-out, qui a fait sa connaissance et qui m'a dit, ah tiens, Séverine, j'ai un contact à te proposer pour le podcast. Donc, Tiffany, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutons. Alors, moi c'est Tiffany, je suis ostéopathe. J'accompagne aussi par la danse-thérapie justement euh, toutes les femmes, surtout les hommes aussi, mais surtout celles qui se dévalorisent. Et on va vraiment travailler l'estime de soi pour atteindre les objectifs, leurs rêves. Voilà, on renforce vraiment les piliers de la confiance, de l'acceptation de l'image de soi et s'autoriser à être de plus en plus libre et en paix avec soi-même et s'aimer, se donner de l'amour, c'est important. Voilà. Et ça, c'est vraiment par Mindance qu'on fait ça. Voilà. J'ai double casquette. Je suis aussi énergéticienne à côté. Et du coup, dans mes accompagnements Mindance, j'utilise vraiment toutes mes casquettes pour regarder là où le corps bloque, parce qu'on va vraiment utiliser le corps comme outil, comme portail vers l'inconscient et aller libérer tout ce qui doit l'être. Mhm. Donc, My Dance, si je comprends bien, c'est une approche corporelle où on danse. C'est bien ça? Oui, alors pas besoin de savoir danser, on peut simplement faire des mouvements. J'ai accompagné un homme il n'y a pas longtemps qui ne danse pas du tout. Simplement, il en a juste marché, il a fait des mouvements et simplement se rendre compte les différences droite-gauche, par exemple, ou alors à quel point, au fur et à mesure des danses, ça se fluidifie quand on travaille intérieurement et quand on met de la conscience et des intentions dans les mouvements, Mhm. justement. Donc en fait, alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est approche corporelle, notamment lorsqu'on traverse des périodes d'effondrement, de dépression, de burn-out, d'épuisement, parce que bien souvent, avant cette phase d'effondrement, on est beaucoup dans le mental, on est complètement déconnecté finalement des ressentis physiques. Donc la danse, c'est un outil en fait qui permet déjà de remettre du mouvement. Je vais avoir plus l'approche naturopathie, on refait circuler les fluides. Et là, si je comprends bien, on est dans de la danse libre ou c'est quelque chose de guidé? Comment ça se passe une séance? Alors, ça dépend de l'accompagnement. Du coup, soit il va y avoir vraiment des choses structurées avec une chorégraphie, par exemple, toujours avec des intentions dans les mouvements. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de danse libre où j'invite évidemment à ressentir, on va dire, ce qui doit être ressenti. C'est pas de la danse libre complètement libre sans savoir où aller. C'est vraiment de la danse libre, mais quand même guidée. Ok, donc Voilà, j'invite toujours à ressentir dans le corps ce qui doit être ressenti, ce qui doit être bougé pour fluidifier à l'intérieur. ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de l'ostéopathie à ça, à cette Euh, approche? hmm, Alors, je suis très intuitive et très créative, donc pour dire vrai, en fait, c'est vraiment dans une nuit d'insomnie que j'ai créé ces accompagnements, cette méthode. Euh, mais je pense que plutôt le déclic, ça a été vraiment la maternité et d'accueillir mon enfant. Je me suis rendu compte. Je le savais déjà, mais ça a vraiment mis un coup de pied dedans. Mais je n'étais pas vraiment épanouie en tant qu'ostéopathe parce que j'en vivais pas encore. En tout cas, j'avais pas du tout la posture d'entrepreneur. Et Hmm. du coup, enfin, tout ça a fait que, voilà, j'ai créé Minddance. J'ai pas plus d'explications que ça, mais en tout cas, c'est tout ce que j'aime. Je fais de la danse depuis toute petite, je ressens les énergies, je vois le corps maintenant, surtout avec l'ostéo, mon regard d'ostéopathe, tout le développement personnel. Enfin, je le pratique depuis
plus de 10 ans sur moi, avec l'ostéo aussi, vu que je suis spécialisée en somato-émotionnel. Donc voilà, finalement, tout ça, ça s'est regroupé là-dedans et vraiment, je pense que ça a été la maternité qui a été un déclic pour, pour Ouais, créer ça, ouais. ok. Et du coup, alors quand tu dis c'est la maternité, c'est quand tu étais enceinte ou c'est après quand ta fille, hein, je crois que tu as une fille, c'est ça? J'ai un fils, Un fils, pardon, quand mais ton c'est pas fils grave. était là. Non, c'est quand il était là. Mais déjà, quand j'étais enceinte, je sentais vraiment une sorte de pouvoir, de puissance que j'avais pas eu avant, qui me donnait envie de faire des choses pour réussir, justement, enfin, de passer de l'inaction à l'action, de la passivité à l'action plutôt. Et non, je crois qu'il avait. Je crois qu'il est né en août et j'ai créé ça en février, mars. D'accord. Tu vois, il avait 6 mois, 6, 8, allez, 8, 9 Donc, mois. 6 Ouais. mois. Ok. Et donc, tu faisais de la danse déjà petite. Donc là, finalement, dans l'accompagnement, t'as réuni toutes tes compétences, tout ce que tu aimes, tout ce que tu as envie de transmettre dans ce parcours, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, ouais. Ouais. Mm. Et là, du coup, j'ai entendu, tu es spécialisée en somato-émotionnel. Ça consiste en quoi? En tout cas, du côté ostéopathie. Oui, c'est vraiment ressentir les émotions qui bloquent et qui créent des tensions dans le Mhm. corps. Ça Mhm. peut être des tensions, enfin des émotions plutôt profondes, anciennes, dans l'enfance, même parfois du transgénérationnel. Mais ça peut être aussi des choses récentes. Souvent, je sais pas, la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est l'énervement avec le collègue. Et souvent, ça va être plutôt dans la région du foie où on le sent. Mhm. Et voilà, donc c'est vraiment, on va dire, le corps émotionnel qui crée des tensions à l'intérieur du corps, donc du soma. Donc, c'est pour ça Mhm. qu'on appelle somato-émotionnel. Ok. Alors, c'est vrai que pardon, il y a une anecdote que je partage souvent. Durant mon parcours de reconstruction, je suis allée consulter mon médecin traitant et bref, j'avais sans arrêt d'autres choses, hein. Mon corps m'envoyait sans arrêt d'autres signes. Moi, en bonne Mm. mentale, voilà, je pensais que j'avais réglé tous mes problèmes. J'avais fait une thérapie, j'étais allée consulter, enfin, j'avais fait une psychanalyse. Et un jour, mon médecin, donc ce jour-là, en tout cas, mon médecin me dit, ah, mais chez vous, il y a beaucoup de psychosomatiques. Et donc, c'est à partir de là que moi, j'ai commencé à m'intéresser effectivement à des approches plus corporelles et au fait de réharmoniser le corps et ce qui se passe aussi un étage plus haut, au niveau de la tête. C'est clair. Ouais. Et hier, je donne l'exemple d'une cliente qui est venue me consulter. Ça fait 6 ans qu'elle est en souffrance au niveau de l'estomac avec gastrite, brûlure. Bref, elle tourne en rond, elle s'en sort pas du côté médecine conventionnelle. Et on allait explorer un peu ce qui se passait effectivement au niveau du système nerveux et de peut-être d'émotions qui sont bloquées aussi dans Mm. l'estomac, qui est la zone de la rumination. Et c'est vrai que c'est une personne qui est beaucoup, beaucoup dans la rumination, ressasser des événements du passé, également beaucoup d'anxiété, des formes voilà, Ouais. de contrôle de l'avenir. C'est des choses qui arrivent très fréquemment aussi hein, quand on traverse un effondrement. Donc moi j'invite vraiment toutes les personnes là qui nous écoutent à aller explorer aussi des techniques plus corporelles hein, pour redescendre d'un étage et de comprendre ce qui vient se jouer. Parce que moi le déclic ça a été vraiment ce mot psychosomatique. Je pense que c'est à partir de là où vraiment ma reconstruction a commencé. À commencer, Ouais. j'adore. Ouais. Ouais. Et donc aujourd'hui, ces accompagnements, comment ça se passe? C'est en présentiel, c'est ça? C'est en présentiel si on est autour de Strasbourg, du coup. Ouais, Sinon, non, ça se fait en ligne. en C'est ligne. Ok, complètement possible en ligne, ouais, ouais. ok. Et je trouve que c'est même parfois mieux parce que la personne est dans son cocon, Mhm, dans son environnement et de se sentir en sécurité aussi pour parler de ces choses-là. mhm. C'est aussi important, ouais. Ramener de la Ouais. sécurité, Mm, ouais, pour apaiser le système nerveux. exactement. Mm, Voilà. mm. Et toi, quand tu as commencé en tant qu'ostéopathe, voilà. J'aime bien comprendre aussi les parcours de Mm. professionnels de chacune. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'ostéopathie? Ouais, alors pour faire simple, j'ai toujours voulu faire
dans un métier de soins médical, mais j'aimais pas du tout les piqûres, le sang, les choses comme ça. Donc c'est vrai que au lycée, il fallait choisir un métier, donc je m'étais orientée vers kiné, parce que je connaissais pas du tout l'ostéopathie en fait. Et puis finalement, c'est en fac de médecine que j'ai découvert l'ostéo. Et puis, voilà, vu que j'avais raté la médecine, j'étais partie en ostéo. Donc un métier manuel, plutôt médical, en tout cas dans la santé, dans le soin, et, euh, et qui est quand même très humain. Et en fait, il y a cette prise en charge holistique qui me correspond totalement, quoi, dans la philosophie. Hmm. Voilà. Donc, tu as exercé combien de temps en tant qu'ostéopathe avant d'avoir cet appel vers accompagner d'une autre façon? Ouais, j'ai été diplômée en juin 2021, donc tu vois, ça va faire 5 ans là. D'accord, Mm. ok. Et aujourd'hui, quel type de personnes viennent à toi justement pour Dance? Oui, en général, c'est plutôt les femmes assez sensibles et surtout qui se dévalorisent. Hmm. Qui se dévalorisent, alors pas forcément complètement, mais on a toujours comment dire en français, des stades un peu à passer, des transitions de vie plus ou moins importantes. Et du coup, ça va être toujours ça. Enfin, souvent, c'est ça. Hmm. Des femmes qui se dévalorisent. Et c'est plutôt trentaine, quarantaine, Mhm. cinquantaine. Enfin, voilà, un peu dans la moyenne d'âge. On va dire ça D'accord. comme ça, ouais. Hmm. Et aujourd'hui, tu arrives à concilier un équilibre entre le pro, le perso, ta vie de maman. Comment tu gères tout ça? Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident parce que je garde quand même 2 jours et demi mon petit par semaine. Et donc, je travaille finalement 2 jours et demi, 3 jours par semaine en essayant de faire mind dance, de faire l'ostéo, de faire quand même des soins énergétiques, des guidances. Donc, ouais, c'est pas évident. Des fois, j'aimerais travailler plus. Et en même temps, j'essaye de me dire, OK, j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir passer du temps avec mon fils. Hmm. Et c'est ce que je voulais Hmm. déjà. Donc, voilà. Et l'année prochaine, enfin, à partir de septembre, il y aura quand même une demi-journée en plus. Donc voilà, ça me permettra peut-être de plus équilibrer parce que c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de frustration de ne pas pouvoir travailler avec lui, hein. Enfin, il a 1 an et demi, il me demande Hmm. beaucoup. Voilà, enfin, ça va être cliché, mais les garçons, j'ai l'impression qu'ils s'occupent moins tout seuls. En plus, à cet âge-là, ça ne Hmm. s'occupe pas vraiment tout seul. Donc, ouais, même répondre à un mail, c'est compliqué. Ok. Je Mm, pose la question aussi hein, pour toutes les mamans qui nous écoutent et qui se demandent comment on peut concilier les deux en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, maman, plus voilà toute cette logistique. Hein. Et c'est vrai que parfois mm, aussi, ben, on va jusqu'au burn-out parce que ben, les femmes sont beaucoup plus touchées par l'effondrement du fait de la charge mentale liée à l'organisation de la famille, en plus de toutes les obligations professionnelles ou peut-être la surcharge de travail. mm. Après, j'ai un super conjoint, donc je pense que ouais, le conjoint ou la conjointe, du coup, va être aussi importante, ou si on a du relais à côté. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de relais, donc voilà, par la crèche, c'est compliqué. Mais Ouais. voilà, on fait avec, hein. Mm. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui traverse une période d'effondrement, qu'est-ce que tu aimerais dire? Ouais, je pense que le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de faire l'effort parce que quand on est en plein effondrement ou quand on burn-out, dépression, n'importe, c'est vraiment un effort, mais c'est vraiment de ressentir de la joie, de la fierté. Ne serait-ce que, je sais pas, il y a eu un rayon de soleil et s'efforcer au moins de l'écrire ou au moins de le penser si vraiment c'est trop compliqué. Mais voilà, ouais. Ressentir la joie et la fierté et ça va permettre d'apaiser encore une fois le système nerveux, de rassurer le cerveau. Il y a des sentiments agréables qui sont là en fait, ils sont déjà là chaque jour. Il suffit enfin, il suffit, c'est facile à dire, Mm. mais voilà, je vais le dire comme ça, il suffit de les voir et de s'efforcer à les voir. Au début, c'est un effort Ouais, et après, ça ouais. vient tout seul. Ouais, De se reconnecter en fait, plus en pleine conscience à ce qui est déjà là, oui, d'agréable, et de ouais, commencer à, ouais, à reconnecter effectivement petit à petit avec
la joie, l'envie, le plaisir. Ouais, ouais, ouais. Mm. C'est Mm. vraiment, voilà, la joie et la fierté, c'est vraiment des moteurs Mm. au quotidien. Enfin, ouais, Toi, c'est vraiment. t'as des techniques, t'as des techniques justement pour ancrer davantage de fierté dans ces journées. Toi, tu as des rituels, tu mets en place des choses? Euh, Par exemple, quand j'ai du mal ou j'ai peur de faire quelque chose pour m'aider à passer à l'action, vraiment avant, je prends quelques minutes et j'imagine déjà la fierté que c'est d'avoir fait cette action du coup, hein. Mm. Mm. Par exemple, ce podcast, on va en parler en live, on va m'écouter et tout, c'est pas ça. Je pense qu'on l'a au début entendu, enfin voilà. Et du coup, voilà, je me suis quand même connectée à cette fierté d'avoir enregistré ce podcast. C'est mon premier podcast. Mm. Euh, du coup, ça aide en fait à se dire, ah ouais, non, mais c'est trop bien, en fait, j'y vais. Ouais, c'est Enfin, voilà, ça. ça va Mm. donner un petit coup de pouce, un petit coup d'adrénaline finalement, qui va Mm. permettre de survivre à l'action finalement, Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, ouais. En fait, les peurs, elles seront toujours là, quoi qu'on fasse. Dès qu'on essaye quelque chose pour la première fois ou on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, la peur, elle sera présente. Mm. Et l'idée, c'est plutôt de comprendre, ouais, est-ce que c'est une peur qui contracte et où on se dit, bah non, c'est peut-être pas vraiment vers là où j'ai envie d'aller, ou est-ce que c'est une peur, ouais, ça contracte un peu, mais que j'ai quand même envie d'y aller. Je trouve Mm. que c'est un bon indicateur, surtout ben, quand on est intuitif comme toi, comme moi, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent. Mm. C'est clair, hein. Et Ouais. si vraiment ça contracte, allez voir dans le corps justement ce qui se passe, pourquoi ça contracte. Mm. C'est genre intéressant. Mm. Ouais. En tout cas, moi, j'aime beaucoup hein, l'approche, voilà, ce que tu proposes, approche corps et esprit. Et du coup, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à aller explorer effectivement ce que le corps il dit du côté somatique. Hein, le burn-out, ça reste un trauma. Il y a des choses qui viennent se cristalliser. On peut parler de mémoire cellulaire, on peut parler de plein de choses. Aller explorer un petit peu plus loin que ce que propose effectivement la médecine conventionnelle, ça peut donner des pistes pour sortir. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est la fin. Ouais, c'est pas En tout grave. cas, merci beaucoup Tiffany pour notre échange, hein, et puis je laisserai tes coordonnées sous l'enregistrement de cet épisode. Merci à toi. Super, merci beaucoup.